Bon alors, certes, je n'ai pas beaucoup le temps pour lire en ce moment, mais quand en plus de ça, les livres que je choisis ne sont pas vraiment folichons, faut dire que ça m'aide pas des masses. Bonjour à tous et bienvenue donc dans un nouveau point lecture qui, comme vous l'aurez compris, sera loin d'être très positif. Soyons même plutôt clairs, j'ai lu dernièrement des romans qui étaient clairement loin de m'emballer. Très loin même pour certains. Je vous rassure tout de suite, dans le lot, il y a tout de même un petit roman qui s'est glissé, qui fait partie des romans de mes auteurs chouchous, qui était du coup une sorte de valeur sûre dont j'avais besoin pour me rassurer, et qui du coup a été pour le coup une plutôt bonne lecture. Alors trêve de causerie et parlons tout de suite de ces 4 lectures que j'ai fait dernièrement et qui n'ont donc pas été des grands succès. En tout cas pour moi. Et je vais commencer par le plus ancien roman dans mon ordre de lecture. Il s'agit de Juste avant le bonheur d'Agnès Ledig, ici aux éditions Pocket. Bon alors ce roman, si vous êtes comme moi et que vous consommez un minimum de chaînes Booktube, je pense que vous en avez forcément entendu parler. Parce que bon, faut avouer qu'il y a eu pas mal de battage médiatique autour de ce bouquin, et comme je suis une fille extrêmement curieuse et que je me dis que dans la vie, parfois, il faut tenter et voir un petit peu ce que ça donne, je me suis dit, même si c'est clairement pas mon genre de prédilection, tentons l'aventure. J'étais peut-être pas très inspirée ce jour-là. Alors, de quoi parle ce roman, au cas où vous ne connaîtriez peut-être pas encore l'histoire? Au tout début de ce livre, on va suivre tout simplement le personnage de Julie, qui est une jeune femme qui a à peu près une vingtaine d'années, qui a un petit garçon, Lulu, qu'elle a eu très jeune et qui a clairement du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois, qui a pour profession caissière et qui, disons-le, a clairement une vie de merde. Ce n'est pas un jugement de valeur de ma part, c'est elle qui le dit. D'un autre côté, nous allons suivre Paul, qui lui est un retraité, qui pour le coup n'a pas vraiment de soucis de finances, dirons-nous, et qui un jour, en allant faire ses courses, va croiser Julie à sa caisse. Et 1 ou 2 jours après, il propose à Julie de l'emmener en vacances avec son fils de 3 ans dans sa maison de campagne en Bretagne. Proposition à laquelle Julie répond par l'affirmative. Vous sentez là déjà poindre un point qui m'a fortement posé problème. Bon, en parallèle de ça, dans l'histoire, on va aussi avoir le point de vue de Jérôme, qui est médecin, qui est le fils de Paul, qui va pas hyper bien non plus, ainsi qu'une jeune médecin qui va le remplacer dans son cabinet pendant qu'il partira en vacances également en Bretagne avec son cher papa. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi, notre bon vieux Paul vient de se faire lourder par sa femme au bout d'approximativement 40 ans de bons et loyaux services dans son couple. Bon, alors je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat. Je sais que ce roman a plu à bon nombre de lecteurs et que c'est une auteure plutôt appréciée en général, mais clairement, avec moi, ça l'a pas fait. Que voulez-vous? J'aurais essayé, mais définitivement, c'est pas fait pour moi. Alors oui, dans l'ensemble, ça se lit très bien, ça parle de bons sentiments, ça essaye de nous faire comprendre que la vie est belle. Traitez-moi d'insensible si vous voulez, mais avec moi, ça ne l'a vraiment pas fait. Tout d'abord, j'ai très vite arrêté de compter les clichés dans ce roman et de me focaliser dessus, parce que, croyez-moi, ce livre en est bourré. Des clichés que, par ailleurs, j'ai trouvé assez surprenants venant d'une femme, et qui, si j'ai pu mettre certains de côté, d'autres m'ont franchement fait grincer des dents. Donc je pense que je vais m'énerver et remettre les points sur les i pendant 3 minutes. Vous êtes prévenus. Bon alors, tout d'abord, contrairement à ce que l'on pourrait croire en lisant ce roman, non, une femme qui refuse de se faire payer le resto n'est pas pour autant une féministe enragée. Elle peut tout simplement juste aimer l'équité. Ça me paraît tomber sous le sens, mais apparemment c'est pas le cas de tout le monde. Autre point qui m'a fortement dérangé également lorsque l'on parlait justement de l'ex-femme de Paul. Alors ce que je vais dire va peut-être en surprendre certains et certaines, mais non. Ce n'est pas parce que l'on fait attention à son physique et que l'on aime la mode que l'on est forcément une poule décérébrée. Ça peut surprendre, mais je vous assure que des femmes intelligentes qui aiment la mode,
bah ça existe. Ah, et puis à contrario, hein, messieurs, ce n'est pas parce que vous lisez des classiques et du contemporain comme Paul que vous êtes forcément un homme intéressant, cultivé et un homme bon. Vous pouvez lire du Balzac, si à côté de ça vous traitez votre femme comme une merde, vous restez un gros. Les choses sont dites. Maintenant que j'ai perdu 5 minutes de mon temps à me biper pour correspondre aux critères de YouTube, on peut reprendre ma critique de ce roman. Désolée, des fois il y a des choses comme ça, j'ai besoin que ça sorte. Alors j'ai compris hein, que au-delà d'être des clichés, ces genres de remarques étaient là pour peut-être grossir le trait ou en tout cas essayer de donner un petit peu de caractère à ces personnages au début du récit. Mais que voulez-vous, moi ça m'a gonflé. Et je suis persuadée qu'il y a d'autres procédés peut-être un petit peu plus fins pour donner corps à des personnages que de tomber un petit peu comme ça dans certaines facilités d'écriture. Ah oui, alors en parlant de clichés, il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait rire. Alors j'ai trouvé ça très sympa hein, de situer l'action de ce roman en Bretagne, c'est plutôt chouette. Le côté un petit peu bord de mer où l'on respire, enfin bref, vous voyez un petit peu tous les clichés de la Bretagne, ce qui en soi ne me dérange pas plus que ça. Mais alors quand on utilise ce genre de procédé, ce serait quand même pas mal juste de se renseigner sur la bonne orthographe du Queen Yaman. Voilà, désolé, hein, mais ayant des origines bretonnes, bah, je sais comment ça s'écrit et croyez-moi, ça s'écrit pas comme dans ce roman. Et puis alors, il y a une question qui m'a taraudée pendant toute ma lecture. Quel est le problème avec l'argent dans ce roman? Parce qu'il y en a clairement un. Je trouve que l'on en parle beaucoup trop et en général de façon plutôt malhabile. Bon alors si la petite Julie s'offusque au début que Paul lui paye tout, disons les choses clairement, hein, ça lui passe quand même finalement assez vite. Et puis pour un roman qui parle quand même pas mal de reconstruction, d'avancée dans la vie, de bons sentiments, etc. Bah je suis désolée mais je trouvais vraiment que tous ces discours répétés sur l'argent, ça n'avait pas sa place ici. En tout cas dans mon esprit ça ne matchait pas avec le reste. Seul point vraiment positif pour moi à propos du personnage de Julie, c'est qu'elle est fan de Fred Vargas. Et ça, bah, vous vous en doutez, pour le coup, ça ne pouvait que me plaire. Au niveau des personnages, comme je le disais, finalement, au-delà de Julie et Paul et de leur relation, on suit en fin de compte 6 personnages et je trouve que c'est typiquement le genre de roman qui demande à être beaucoup plus long pour pouvoir beaucoup plus étoffer ces personnages et les liens qu'il y a entre eux. Et ici, pour moi, voilà, c'était trop court, trop superficiel, trop survolé et j'ai trouvé ça dommage. Quitte à partir dans un roman où vraiment les personnages, leurs traits de caractère et leurs relations sont vraiment le cœur du roman, et dans ce cas-là, faisons les choses à fond. Et pour moi, ça demande à être beaucoup plus étoffé que ça. Parce que du coup, hein, comme je l'évoquais un petit peu au début de cette chronique, eh bien, ce rythme, pour le coup, un peu trop rapide et pas assez étoffé de ce roman, donne lieu, je trouve, à des situations complètement rocambolesques, ou en tout cas invraisemblables, comme le fait qu'au début du roman, Julie part quand même avec son fils de 3 ans dans la maison de vacances d'un vieux monsieur à qui elle a parlé 2 fois dans sa vie. Sérieusement, qui fait ça dans la réalité? Aucune personne sensée, hein, il me semble. Bref, vous l'aurez compris, au niveau des personnages, j'ai trouvé qu'aucun n'était mémorable, en tout cas aucun ne m'aura marqué. Et surtout, tous m'ont semblé manquer un petit peu de relief et de crédibilité. Pour ce qui est de la plume, je trouve qu'elle se veut à la fois assez moderne et poétique, et par conséquent, je comprends complètement qu'elle ait plu à de nombreux lecteurs. Mais pour ma part, ce qui m'a vraiment posé le plus problème, je crois, c'est que je l'ai trouvée hyper factuelle. Et du coup, ça en donne parfois presque une écriture un peu froide. On a vraiment de nombreuses répétitions où on a Julie fait ceci, Paul monte faire cela, Manon pousse la porte. Bref, vous voyez le type de phrase vraiment extrêmement factuelle. Et d'un autre côté, j'ai trouvé qu'on y avait beaucoup de figures de style ou de métaphores qui auraient pu être intéressants en soi, mais qui étaient quand même assez usées et déjà vues dans d'autres romans. C'est, selon mon ressenti et mes goûts, une plume qui j'ai trouvé essayer de se donner un genre et qui manquait cruellement de naturel. En plus de ça, j'ai trouvé que l'auteur usait quand même pas mal de certaines facilités pour faire pleurer le lecteur
et qu'on avait tendance quand même parfois à tomber un petit peu dans le pathos, hein, ce qui, vous devez le savoir, ne marche pas vraiment avec moi, ou en tout cas c'est vraiment pas le type de procédé que j'apprécie. Et c'est dommage, hein, parce que j'ai bien compris que c'est une histoire qui clairement aurait dû me toucher, mais c'est finalement un roman que j'ai lu sans entrain et que je vais très vite oublié. C'est malheureusement, je trouve, une sorte de roman contemporain, feel-good romance dans le même genre que moult autres romans du même style qui sont publiés en ce moment. Et bah personnellement, je trouve qu'ils se ressemblent tous un peu, trop, beaucoup. Ça ne veut rien dire, mais vous voyez l'idée. Très peu pour moi, donc désolé, je ne suis clairement pas la cible de ce type de bouquin et je laisse ça sans souci à d'autres lecteurs qui sauront pour le coup l'apprécier. Parce que je sais, hein, et je comprends qu'il y a clairement un lectorat pour ce type de roman, mais pour ma part, dans mes lectures, j'ai besoin de plus de profondeur, de plus d'originalité, de plus d'authenticité et surtout de moins de facilité. J'ai essayé, hein, mais ça n'a clairement pas fonctionné, donc tant pis. C'était donc ma première et je pense dernière lecture d'Agnès Ledig. Mais au moins, je me coucherai moins bête. J'aurais fait un essai avec sa plume et je sais désormais que ce n'est pas fait pour moi. Ah, et un petit mot au passage pour de possibles fans enragés d'Agnès Ledig qui passeraient par là. Ne me jetez pas de pierre, hein. Ce n'est que mon humble avis et je comprends complètement que ce ne soit pas le vôtre. Agnès Ledig est très certainement d'ailleurs au demeurant, je pense, une personne fort agréable, mais sa plume, c'est pas ma came. Suite à ça, j'avais vraiment envie, vous le comprendrez je pense, d'un bon gros thriller bien noir, bien dégueulasse, donc forcément, je me suis tournée vers Karine Giebel et j'ai donc lu Satan était un ange, ici aux éditions Pocket. Dans Satan était un ange, on va du coup tout d'abord suivre François, qui est un homme, je crois, d'une quarantaine d'années, qui vit en couple avec sa conjointe à Lille et qui, on le sait dès le début du roman, prend sa voiture et roule un petit peu au hasard pour fuir, dirons-nous, quelque chose. On l'apprend, il me semble, très très vite dans le roman, mais au cas où, au risque de vous spoiler, je préfère ne pas vous dire exactement ce qu'il fuit. Et durant cette espèce de course vers l'avant, il va prendre en stop un jeune homme qui s'appelle Paul, et qui de son côté fuit également quelque chose. Oui, on est d'accord, c'est un résumé assez succinct et plutôt mystérieux, mais croyez-moi, je peux pas vraiment vous en dire plus. Alors, bon, Karine Giebel, j'en ai déjà lu pas mal d'elle, et en règle générale, c'est quand même plutôt à chaque fois des bonnes lectures, donc je partais hyper confiante avec celui-ci. Malheureusement, j'ai trouvé que ce roman était truffé de bonnes idées, mais des bonnes idées avortées. Je crois que c'est vraiment comme ça que je le résumerai. Pour le moment, c'est clairement le roman de Karine Giebel que j'ai le moins aimé. Et si le début de ce roman m'a assez vite intriguée et captivée, je dois reconnaître que j'ai quand même assez vite déchanté. J'aimais suivre cette sorte de duo improbable de ces deux hommes qui font ensemble cette fuite en avant que le destin semble avoir réunis sans qu'on ne sache vraiment trop pourquoi. Et j'étais vraiment impatiente qu'on puisse élucider le mystère qui entoure le personnage de Paul, et si clairement le roman est parti sur les chapeaux de roue, eh bien assez vite j'ai trouvé qu'il s'est enlisé. D'habitude, Karine Giebel est vraiment, je trouve, extrêmement douée pour livrer des récits dans lesquels on est hyper vite plongé, dans lesquels on tourne vraiment les pages avec une énorme frénésie. Et bizarrement, ici, j'ai pas du tout retrouvé cette sensation. Je n'étais pas forcément impatiente de retourner dans ma lecture et j'avais pas trop de mal à décrocher de mon récit, à refermer mon livre, ce qui d'habitude n'arrive vraiment pas avec les romans que j'ai pu lire de cet auteur. Alors bien sûr, je me suis demandé pourquoi ici ça me faisait cet effet-là, et je pense que la première réponse qui m'est venue à l'esprit, c'est tout simplement que je n'ai pas accroché au personnage. Je repense par exemple au personnage de François qui aurait clairement dû me toucher, ne serait-ce que par sa situation, et qui pourtant ne m'a fait ni chaud ni froid. Quant au personnage de Paul, je comprends complètement ce que l'auteur a voulu faire avec lui,
mais je dois reconnaître que ça n'a pas complètement fonctionné avec moi. Et puis, à la moitié du roman, l'histoire prend une toute autre dimension et j'ai vraiment eu le sentiment que d'un seul coup, le récit devenait beaucoup plus prenant, que le rythme s'accélérait, etc. Et c'était vraiment une bonne chose, mais je trouve que de la part de cet auteur, c'était quand même assez long pour ça d'attendre d'être arrivé à la moitié du bouquin. Du coup, bien que cette histoire soit au fond une sorte de course-poursuite, et bien durant ma lecture, je n'ai pas réussi à ressentir cette sensation de vitesse et de fébrilité. Les dialogues, quant à eux, sont, j'ai trouvé, plutôt réussis. Ils m'ont semblé assez bien écrits et assez réalistes. Et pour le coup, je trouvais qu'ils apportaient vraiment du rythme à ce roman. Par contre, petit détail dans l'écriture qui m'a franchement dérangé dans ma lecture, ou en tout cas au début de ma lecture de cette histoire, c'est que par moments, le personnage de François est appelé par son prénom et d'autres moments par son nom de famille. Je vous avoue que j'ai pas compris l'intérêt de ce choix stylistique parce que du coup, par moment, au début de ma lecture, j'étais complètement perdue, je ne savais pas vraiment qui parlait. Et du coup, à part apporter de la confusion, j'ai pas vraiment compris s'il y avait un véritable intérêt par rapport à l'histoire quant à ce procédé. Et puis finalement, quand on commence à y voir un petit peu plus clair dans cette histoire, je dois reconnaître que j'ai été quand même un petit peu déçue. Alors déçue tout d'abord parce que l'on tombe dans un univers, dirons-nous, que je n'apprécie pas vraiment, mais bon, pour le coup, c'est véritablement un point extrêmement personnel. Et aussi déçue parce que dans cette deuxième partie, on aborde un fait, dirons-nous, ou en tout cas une thématique hyper importante qui pour moi pouvait vraiment être le cœur d'un super roman, mais qui finalement, dans ce roman-ci, n'est qu'un détail. Et c'est tellement dommage. C'est dommage parce que c'est véritablement pour moi ce qui faisait l'originalité de cette histoire. Et c'est là-dedans qu'il y avait pour moi un vrai intérêt, mais malheureusement, c'est beaucoup trop effleuré dans ce roman-ci. En plus de ça, à la fin de cette histoire, dans les notes de l'auteur, Karine Gebel précise justement qu'il y a, dirons-nous, un détail à propos de ce fait qui est un détail véridique, ce qui rend, je trouve, justement le propos, ou en tout cas le fait encore plus intéressant et encore plus choquant. Alors, pourquoi ne pas en avoir fait le cœur de cette histoire? Je ne comprends pas. En bref, j'ai vraiment eu le sentiment ici que Karine Gebel avait une formidable matière première qu'elle n'a pas su façonner, ou en tout cas pas comme moi je l'aurais aimé. Idem pour toutes les métaphores bibliques. Avec un titre pareil, on est bien d'accord que ça aurait dû clairement être au cœur du roman, ou en tout cas un angle d'attaque au niveau du style d'écriture qui aurait été hyper intéressant. Mais là encore, je trouvais que c'était complètement anecdotique. Et pour terminer, la fin est beaucoup trop prévisible à mon goût. Attention également par rapport aux invraisemblances. Alors, ok, on est d'accord, Karine Gebel n'est pas vraiment une auteure, dirons-nous, connue pour écrire des romans hyper réalistes, mais disons qu'ici, il y a quand même quelques scènes que j'ai trouvées un peu trop faciles, entre guillemets, par rapport à l'univers qu'elle a choisi. Désolée si parfois je semble parler de façon un petit peu codée, mais vous l'aurez compris, tout ça étant bien sûr dans le but de ne pas vous spoiler. En fait, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement de lire ce roman comme on regarderait un film d'action hollywoodien. C'est vraiment le sentiment que moi j'ai eu en le lisant. Et je sais qu'il y a clairement un lectorat pour ce type de roman, mais pour ma part, que voulez-vous, je n'y peux rien, je n'ai pu qu'être déçue parce que cet auteur tout simplement m'a habituée à beaucoup mieux. Alors attention, ça n'en reste pas moins une lecture agréable que j'ai aimé faire, c'est un bon divertissement, mais comme j'ai dit, Karine Gebel m'a habituée à beaucoup mieux et j'ai trouvé que ce roman-ci n'était pas assez abouti. Et une fois de plus, quel gâchis, parce que le fond de cette histoire aurait pu être tellement intéressant. Ce n'est donc à mon goût vraiment pas le meilleur de Karine Gebel. Je trouve qu'il ne reflète finalement ni sa plume ni son talent. C'est donc un petit loupé pour ma part, mais ça ne m'empêchera pas du tout de lire ses autres romans qui, je pense, seront meilleurs. En tout cas, vu les retours de certains lecteurs sur d'autres de ses romans, je me fais pas trop de soucis. Je vais pas me faire que des potes avec cette vidéo, moi je vous le dis. Bon, je vous préviens, je râle encore pendant 5 minutes et après on passe à une lecture beaucoup plus réussie. Mais en attendant, le roman suivant sera, je pense,
de loin le roman qui m'a le moins plu de toute cette sélection. Je crois qu'il n'y a vraiment pas de doute sur le sujet. Et il s'agit de Une place à prendre de J.K. Rowling, ici aux éditions Grasset. Et je m'en excuse d'avance, mais pour le coup, je ne vais pas tenir à la main ce roman pendant toute ma chronique, parce que c'est un énorme bébé qui pèse le poids d'un âne mort. Donc on va gentiment le poser avant que je perde mon poignet dans cette histoire. Alors, une place à prendre, de quoi ça cause? Si je dois faire un résumé assez simpliste, je dirais que l'on se trouve à Packford. Alors ne cherchez pas sur une carte, je l'ai fait, Packford est une ville imaginaire d'Angleterre. Voilà, ça c'est dit. On y suit donc moult personnages, j'ai pas compté, mais là pour le coup, elle a mis la dose, qui sont aussi bien des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes âgées, bref, un véritable panel des habitants de cette petite bourgade. Bourgade dont le maire, entre guillemets, est tombé raide mort un soir, ce qui laisse du coup sa place vide au conseil municipal, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que j'ai jamais véritablement compris quel était le fonctionnement de cette ville entre maire, paroisse. Voilà, le système politique de Packford m'échappe encore. Et donc, suite à la mort de ce bon vieux monsieur, eh bien, je dirais que certaines petites guéguerres vont être ravivées. Alors, je vais le dire tout de suite, je pense que, comme beaucoup d'autres lecteurs, Harry Potter était un pilier de ma vie de lectrice, et donc, par extension, J.K. Rowling était pour moi, disons-le, une sorte d'icône littéraire. Je vous avoue que suite à cette lecture, l'icône s'est clairement cassé la gueule de son piédestal. Vous l'aurez donc compris, ce roman a été pour moi une énorme déception. Alors, premier gros point qui m'a vraiment posé problème, c'est ce nombre de personnages hallucinant que l'on nous jette à la tronche sans préambule dès le début du roman. Typiquement, je crois qu'en à peu près 50-60 pages, on nous a présenté une vingtaine de personnages. Bon, j'exagère peut-être un tout petit peu, mais vraiment l'idée c'est ça. Et franchement, par conséquent, dans ma lecture, je n'arrêtais pas de me mélanger les pinceaux. J'arrivais pas à retenir qui était qui vivait avec qui faisait partie de quelle famille, qui faisait quoi, qui avait quel trait de caractère. Encore que bon, au niveau des traits de caractère, pour le coup, je trouve que tous étaient pas mal égoïstes, manipulateurs, bref, plutôt détestables. Et là, on touche un second point qui a été pour moi aussi un problème durant cette lecture, c'est que j'ai cordialement détesté tous les personnages. Bon alors ok, j'ai compris le projet de l'auteur de créer cette sorte de petite ville où tous les habitants sont tous hypocrites, où ils passent leur temps à s'épier les uns les autres et à se faire de grands sourires par devant pour mieux s'entuber les uns les autres par derrière. Le tout sur fond de petites guéguerres personnelles et de magouilles politiques à deux balles. Ok, j'ai compris tout ça, mais là, non. Non, trop, c'était trop. Franchement, à en croire J.K. Rowling dans cette lecture, tous les êtres humains sont fourbes et mauvais. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai reçu. Et c'est vraiment finalement ce qui transparaît de ce roman qui, attention, sachez-le, est très loin d'être gai. Moi, je vous le dis clairement, à la vue de la couverture et du résumé, je m'attendais à tomber dans une sorte d'épisode de la série arabesque, vous voyez un petit peu le genre, ou à la Miss Marple. Pas du tout, pas du tout, enlevez-vous ça de la tête, on est très loin d'être là-dedans. En fait, c'est simple, j'ai eu la sensation qu'avec ce livre, J.K. Rowling a vraiment voulu se détacher de cette image d'auteur de littérature jeunesse qui, je suppose, du coup, lui colle à la peau, et que par conséquent, elle a vraiment essayé de prendre un contre-pied et faire complètement l'inverse, parce qu'ici on est clairement très loin d'être dans le choupinou. Et aussi, autre point qui m'a franchement surprise, la vulgarité. Parce que croyez-moi, de la vulgarité, il y en a dans ce roman. Là encore, je pense que c'est une manœuvre qui avait pour but, à mon avis, de casser un peu cette image d'auteur gentillet qu'elle pourrait avoir. Mais alors, d'une part, ça m'a plutôt déçue et clairement, ça ne m'a pas plu à la lecture. Et puis surtout, le problème principal que j'ai eu avec ce roman, c'est qu'il m'a procuré
un profond ennui. J'ai pas d'autres mots. Je vous le dis, hein, je me suis clairement forcée à le terminer pour vous en parler aujourd'hui, mais je n'y ai trouvé aucun intérêt. L'histoire ne me plaisait pas, les longueurs semblaient ne plus en finir. Alors, s'il y a une chose qu'on ne peut pas lui retirer, c'est bien sa plume. Hein. On sent clairement que c'est bien écrit, qu'il s'agit quand même ici d'une plume qui est sûre et qui a de la personnalité. Ça, c'est vraiment un point positif qu'on ne peut pas lui enlever. Mais je crois que c'est bien le seul point positif que j'ai trouvé à cette histoire. Histoire que, je vous l'avoue, j'ai terminé de lire en diagonale parce que, en lisant les commentaires sur Livre Addict, j'avais cru comprendre que la fin était hyper bien, hyper intéressante, bla bla bla, et beaucoup plus rythmée que le reste du roman. Alors oui, les 100 dernières pages sont un brin plus intéressantes, un peu plus en relief et un peu plus rythmée que le reste du récit. Et la fin apporte une certaine forme de réflexion, mais c'est quand même tout de même très loin de ce à quoi je m'attendais en ayant lu ces commentaires justement sur Livre Addict. De plus, je vous avoue qu'en ayant lu la 4e de couverture, je m'attendais quand même un minimum à un roman à suspense que j'ai attendu jusqu'au bout. Je sais pas où il était, mais personnellement, je l'ai jamais vu passer. Vous l'aurez donc compris, il y a bien longtemps que je n'avais pas eu une telle déception livresque. Donc clairement, après avoir refermé ce livre, je me suis dit que j'allais me contenter désormais de mes relectures d'Harry Potter, qui pour moi resteront vraiment l'énorme coup de génie que J.K. Rowling a pu avoir. Et je laisserai ces romans adultes à d'autres lecteurs qui semblent l'apprécier, parce que pour ma part, c'est vraiment ce type de lecture qui pourrait presque, je pense, m'amener à détester cet auteur, ce qui n'est vraiment pas le but et qui serait clairement dommage. Donc voilà, à ce jour, moi, J.K. Rowling, désormais, ça restera la maman d'Harry Potter, point barre. Et c'est fou, hein, parce que, bon, même si sur Livre Addict, il n'a pas non plus une note oufissime, hein, je crois qu'il est noté à peu près 14,5 sur 20, j'ai néanmoins lu des commentaires quand même plutôt dithyrambiques sur ce roman, comme quoi il y avait des intrigues de dingue, des retournements de situation, que c'était hyper bien rythmé, bla bla bla. Et je me suis vraiment pas retrouvée du tout dans ce type de commentaires en lisant ce roman. Et autre petite précision que j'ai oublié de vous donner, j'ai lu ce roman en lecture commune avec Elodie. Enfin, lecture commune, elle l'a fini bien avant moi. Et heureusement pour elle qu'elle ne m'a pas attendu, parce que j'ai mis bien 2 bonnes semaines à terminer ce roman-ci. Et Elodie a eu exactement les mêmes ressentis que moi durant sa lecture. Donc bon, on va dire que ça me rassure, hein, je suis pas la seule à ne pas du tout avoir aimé Une place à prendre. Et maintenant que je vous ai présenté ces lectures qui ne m'ont pas du tout enjaillé, je peux enfin passer à une lecture qui, selon moi, a été beaucoup plus réussie. Alors oui, hein, après toutes ces déceptions, j'avais besoin d'une lecture doudou, d'une auteure chouchou qui allait m'apporter bonheur et réconfort. C'est pourquoi j'ai donc lu Coco Givré de Nadine Monfils aux éditions Pocket. Et oui, vous vous en doutez, c'est le moment où je déclenche l'alerte auteur chouchou, qui, pour ceux qui ne le sauraient pas, ne garantit donc par conséquent pas mon objectivité à 100%. Voilà, je suis lucide, je sais que c'est une auteure chouchou et que par conséquent, je peux peut-être lui pardonner des choses que je ne laisserai peut-être pas passer chez d'autres. Bref, vous voyez un petit peu la logique. Alors bon, dans Coco Givré, on se retrouve une fois de plus à Pandore, donc je le rappelle pour ceux qui ne sauraient pas, Nadine Monfils a écrit une saga donc sur la ville de Pandore, qui est une ville clairement imaginaire, dans laquelle elle fait évoluer quelques flics. Donc on est vraiment sur une saga policière, humoristique et fantastique à la fois. Bon, le mélange est peut-être un petit peu compliqué à imaginer, à assimiler, mais bon, c'est vraiment comme ça que je décrirais. Donc nous sommes dans la saga qui se déroule donc à Pandore, et dans ce roman-ci, des petites filles ont disparu. En général, c'était toujours durant une sorte de festival du bonhomme de neige qui se déroule tous les ans dans la ville de Pandore. Alors oui, je sais, mon résumé peut paraître extrêmement bizarre, mais en même temps,
J'ai envie de dire, tout l'univers de Nadine Monfils est quand même pas mal chelou, donc c'est tout à fait logique. Pour ma part, j'ai donc trouvé que c'était une fois de plus une histoire farfelue et glauque à souhait qui se déroule une fois de plus dans cette ville de Pandore. Il y avait longtemps, trop longtemps, que je n'avais pas lu de Nadine Monfils et c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément chez Nadine Monfils, c'est cette capacité finalement à mêler le burlesque, parfois même presque le grotesque, avec véritablement l'art et la poésie des mots. C'est ce qui fait que même si par certains aspects du coup sa plume ressemble pas mal à celle de Frédéric Dard, malgré tout je préfère vraiment la plume de Nadine Monfils à celle de San Antonio. Bon alors bien sûr, comme toujours avec cet auteur, on a quand même des personnages qui clairement ne font pas dans la dentelle, des personnages entiers et parfois même exubérants. Alors seul petit bémol peut-être pour ma part, et je l'ai déjà noté dans les tomes précédents de cette saga, la présence, je trouve, trop timide du personnage de Nikki, qui est une sorte, je dirais, de profiler qui arrive à ressentir les choses sur les scènes de crime, qui est clairement pour moi le personnage le plus intéressant de cette saga, mais qui, je trouve, est trop relégué au second plan à mon goût. Bon alors je vous le dis, hein, bien que à lire la 4e et à m'entendre parler, on pourrait croire vraiment que ce roman est un roman policier et bien qu'il repose sur une base de roman policier, pour moi il ne faut vraiment pas le lire dans cette optique. L'intrigue en tant que telle n'est pas du tout l'intérêt premier de ce roman. L'intérêt pour moi ici, c'est vraiment l'univers que l'auteur a créé, les personnages qu'elle y a fait vivre, les messages qu'elle y fait passer et surtout le second degré de lecture, je trouve, qu'elle y a mêlé. Parce que oui, hein, on peut lire ce petit roman comme juste, j'ai envie de dire, un bon divertissement, un poil franchouillard peut-être par moment, mais si on s'attarde sur certains éléments, sur certains parallèles et sur certaines métaphores, on peut clairement sentir une certaine critique sociétale, je dirais, et une bonne dose de réflexion sur la vie en général. D'ailleurs, en parlant de parallèles, ici, elle en a fait certains avec d'autres de ses romans qui sont d'ailleurs dans d'autres de ses sagas. Et au-delà du fait que j'ai trouvé que c'était un clin d'œil plutôt sympa à ses autres romans, je trouve que du coup, c'est le genre de choses qui permet de donner à l'ensemble de son œuvre une espèce de sensation d'univers étendu que je trouve quand même hyper sympa et hyper intéressant. Bref, vous l'aurez compris, je suis toujours autant fan de cet auteur qui sait si bien livrer des romans qui peuvent sembler peut-être banals et simples, voire peut-être simplistes au premier abord, mais qui offrent vraiment des trésors de découverte aux lecteurs qui seront peut-être aller chercher un petit peu plus loin, aller gratter un petit peu la surface et surtout qui seront prêts à rentrer dans son univers. Et je dois reconnaître que plus j'avance dans la saga sur Pandore et plus j'aime déambuler dans les rues de cette ville et d'en savoir un petit peu plus sur les créatures et les mythes et légendes qui la peuplent. En fait, en résumé, pour moi, Nadine Monfils, c'est une sorte de sorcière des temps modernes et surtout, clairement, une conteuse née qui a un univers entre celui de Tim Burton et celui d'un conservateur de musée. Je ne sais pas si ça vous aide, mais moi c'est vraiment le ressenti que j'ai en lisant ces romans. Voilà, c'est donc ainsi que se termine ce point lecture sur cette luminosité plus que déclinante et sur, je suppose, cet arrière-fond sonore de tempête qui est en train de se déchaîner dans mon jardin. Je pense que c'est donc signe qu'il est temps que j'arrête de blablater. J'espère juste que mes avis, pas hyper positifs aujourd'hui, je suis désolée, vous auront été utiles. Je le répète, on reste cordial dans les commentaires parce que je suis là, oui, pour discuter avec vous, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais chaque lecteur a un ressenti différent. Aujourd'hui, je vous ai livré le mien, qui ne sera peut-être pas forcément le même que le vôtre. Alors à tous les fan clubs un peu extrémistes, on se calme, hein. On est juste là pour parler de bouquins, il n'y a aucun enjeu géopolitique en course. Et bien sûr, si vous avez lu les romans que je vous ai présentés aujourd'hui, n'hésitez surtout pas justement à venir me donner votre avis à vous
en commentaire afin que l'on puisse débattre. Et puis ouais, c'est toujours très sympa je trouve d'avoir les ressentis justement d'autres lecteurs. Je vous retrouve donc très vite à mon avis pour une pile à lire, le type de vidéo que je n'ai encore jamais fait sur la chaîne, mais là j'avais quand même pas mal envie. Parce que vous l'aurez compris, du coup, dernièrement, je n'ai pas beaucoup lu. Et il y a un challenge qui doit débuter à la toute fin du mois, qui, je pense, m'aidera peut-être justement à me booster un petit peu dans mes lectures. En tout cas, on croise les doigts pour ça. Bref, je vous laisse donc ici. Je vous retrouve très vite sur cette chaîne. J'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, moi, je serai fidèle au poste. Je vous souhaite, bien sûr, comme d'habitude, paix, amour et littérature dans vos cœurs. Et je vous envoie tout plein de bisous ensoleillés pour essayer de contrer ce temps qui n'a rien à faire au mois de juin. Bye!